Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons évidemment parler de la France. La France qui est en train de sombrer dans une crise politique sans précédent, qui aura bien sûr de graves conséquences sur notre quotidien, sur l'activité économique, sur l'emploi, donc sur le chômage, sur le pouvoir d'achat également de l'ensemble des Français et également sur notre épargne. Et justement, je sais que vous me posez la question très régulièrement, est-ce qu'il faut commencer à sortir notre épargne, voire la mettre à l'étranger? Je vais répondre à cette question en fin de vidéo, car l'heure est grave. Oui, on se doit de dire la vérité aux Français et parallèlement de pouvoir réagir en conséquence. Donc c'est pas pour faire peur, c'est pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et c'est vrai qu'encore une fois, l'heure est grave parce que nos dirigeants nous ont mis dans une situation catastrophique, bien sûr d'un point de vue politique, mais également d'un point de vue économique. La dette publique vient de sortir notamment, un nouveau record a été battu. On va voir ça dans le détail. Pour ne pas casser la coutume, je terminerai quand même par une bonne nouvelle, c'est dur à trouver, il y en a une petite, très relative, mais elle est quand même là. On terminera donc par ça, on verra ça donc tout à l'heure dans le détail. On commence tout de suite donc avec ces chiffres, ce chiffre de la dette publique française. C'est triste, c'est horrible à dire, regardez bien. Nouveau record de 3 159,7 milliards d'euros au premier trimestre 2024. On n'a pas encore le deuxième trimestre, mais regardez bien, un record historique. Depuis 2020, cette dette publique a augmenté de 773,6 milliards d'euros. Alors on va me dire, oui, mais non, mais c'est le corona, etc. Ok, le corona c'était en 2020. Nous sommes en 2024. Regardez bien, les bâtonnets rouges, ça ne cesse d'augmenter. C'est cette augmentation éhontée qui évidemment nous fait tant de mal, car ça nous coûte de plus en plus cher en termes d'intérêt de la dette, plus de 50 milliards d'euros chaque année, bientôt 75 milliards d'euros, ça ne se trouve pas dans la rue. Donc voilà où nous ont mis malheureusement nos dirigeants ces dernières années. Pour justement faire croire qu'il y avait de la croissance, on a acheté à crédit cette croissance avec une dette publique pléthorique qui évidemment aujourd'hui nous coûte extrêmement cher. Et c'est ça le problème. Si à la rigueur cette dette publique avait généré une croissance forte, le plein emploi, un pouvoir d'achat formidable, une paix sociale, une stabilité politique, on pourrait dire bon finalement c'est pas si grave que ça. Mais c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Cette dette n'a cessé d'augmenter et la variation du PIB qui en a suivi a été de plus en plus faible. C'est un véritable scandale. Et donc on le voit sur ces deux courbes. Ici vous avez la courbe rouge, donc la variation de la dette publique. La courbe bleue c'est la variation donc du PIB en valeur. Alors on va dire oui, donc en valeur ça veut dire augmenter de l'inflation. On dit oui, mais vous comparez un stock de dette à un flux de revenus. Certes, mais justement c'est ça le problème. Si à la rigueur j'augmente ma dette, mais que mon revenu, ma croissance augmente plus, on peut dire finalement ce n'est pas si grave que cela. Mais c'est exactement l'inverse qui s'observe. Regardez bien, encore regardez en 96-97, il y avait un écart de 510 milliards d'euros à l'avantage du PIB par rapport à la dette. Avec le temps, tout s'en va, certes, mais regardez bien, l'écart s'est inversé. Aujourd'hui, on a plus de dettes, 305,3 milliards d'euros de plus que le PIB. Encore une fois, c'est normal, le PIB c'est un revenu, mais tout de même, regardez bien cette variation. Quasiment 774 milliards d'euros d'augmentation de la dette publique depuis donc début 2020, alors que sur la même période, le PIB français en valeur, donc augmenté de l'inflation, n'a augmenté que de 419,4 milliards d'euros. Il nous manque 350 milliards. Ils ont disparu, on ne sait pas trop comment, mais néanmoins, le problème est là, évidemment, à alimenter des dépenses de fonctionnement. Je l'évoquais dans mes vidéos la semaine dernière, dépenses de fonctionnement de quasiment 550 milliards d'euros. 32% de la dépense publique, c'est uniquement du fonctionnement. Ce n'est évidemment pas sérieux. Regardez bien sur longue période, depuis 2017, là aussi 904 milliards d'euros d'augmentation de la dette, 560 milliards d'euros d'augmentation du PIB. Donc ce n'est pas nouveau et c'est ça qui nous fait tant mal aujourd'hui. Alors si on remonte un petit peu plus loin, à 2007 par exemple, là aussi on devait faire une rupture qui n'a pas eu lieu, là aussi une grande erreur stratégique malheureusement. Donc on retrouve la courbe rouge, la dette publique, regardez bien cette croissance, 154%. Sur la même période, donc le PIB en valeur, ça veut dire donc augmenter de l'inflation encore une fois, 52% de hausse. Rendez-vous compte, 102 points de variation d'écart, donc 3 fois plus, c'est énorme, c'est inadmissible. Si vous voulez, on va me dire, oui, mais tout le monde a fait pareil. Non, c'est complètement faux. La France est le pays où l'écart est l'un des plus élevés au monde. Si on se compare, par exemple, à nos voisins allemands, que voit-on? Eh bien, non seulement la dette publique a moins augmenté, mais surtout le PIB en valeur a plus augmenté que la dette publique. Regardez bien ce chiffre, sur la même période, depuis 2007, on a donc cette dette qui a fait 64,1%
de hausse, chiffre harmonisé Eurostat, et le PIB en valeur a fait 70,4% d'augmentation. Donc le PIB a plus augmenté que la dette publique. Voilà la bonne dette, c'est comme le cholestérol, il y a le bon et le moins bon. Si j'ai de la dette qui génère de la croissance, qui m'assure une certaine stabilité, pourquoi pas? Mais si cette dette, finalement, ne sert à rien, on arrose du sable, ben voilà ce que ça coûte aujourd'hui. Alors encore une fois, ne parlons plus du coronavirus, c'était quelques mois. Après, on a compris que c'était pas la fin du monde, il fallait arrêter, il fallait mieux orienter ces dépenses publiques, il fallait arrêter d'enfermer tout le monde, et nous payons ces erreurs. Après est arrivé évidemment l'inflation, etc. Là aussi, idem, même erreur, on continue d'augmenter la dette publique pour avoir quelques dixièmes de points de croissance, et ça ne fonctionne pas. Et si on regarde d'ailleurs sur longue période, regardez bien, plus cette dette publique augmente, eh bien plus la croissance structurelle baisse. Courbe rouge, la dette publique depuis donc les années 74, vous voyez qu'on avait encore une dette publique inférieure à 20% du PIB à l'époque, et depuis ça n'a cessé d'augmenter. Alors bien sûr, Mitterrand, il a ouvert la boîte de Pandore, après Rocard, Balladur, Sarkozy, Hollande et Macron, bien évidemment, même si donc on voit que la dette publique baisse un petit peu en pourcentage du PIB, on est encore à 110,7% de notre PIB, c'est-à-dire très très loin des 60% normalement autorisés, entre guillemets. Donc on voit bien que malgré tout cela, eh bien, la croissance n'a cessé de baisser. C'est même plutôt l'inverse, que plus on a augmenté notre dette publique, plus on a augmenté nos impôts également, et donc plus la croissance a baissé. C'est ça qui ne fonctionne pas. Regardez bien, la croissance structurelle française aujourd'hui est de seulement 0,9%. Alors on me dit, oui, vous êtes sûr du lien de causalité, c'est pas l'inverse, pas parce qu'il y a moins de croissance qu'il y a plus de dette. Ben non, justement, si on fait de la dette, c'est pour avoir plus de croissance. Donc si c'est l'inverse, c'est que ça ne fonctionne pas, et c'est exactement pareil avec le poids des prélèvements obligatoires. On me dit non, mais c'est parce qu'il y a moins de croissance que le poids des prélèvements obligatoires a augmenté. Que nenni, là aussi, ce n'est pas le cas, c'est l'inverse. Quand j'augmente ma pression fiscale, là on a donc le poids des prélèvements obligatoires, c'est la courbe rouge. Et, je rappelle le chiffre, je le présente la semaine dernière dans mes vidéos, 48% numéro 1 au monde, le numéro 2 c'est la Belgique, ils sont à 45,6%. Vous voyez bien qu'on est loin devant tout le monde, et donc tout ça pour dire que eh bien, plus j'augmente mes impôts, mes cotisations également. Certes, on va retrouver une partie, mais il y a également énormément de déficit au sens large. Donc, ce qui veut dire que, eh bien, plus j'augmente cette pression, eh bien, moins j'ai de l'investissement, moins j'ai de consommation, donc moins j'ai de croissance. Donc, j'augmente mon taux d'imposition, mais je casse l'activité économique, donc je réduis l'assiette fiscale. Donc, je ponctionne plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc, ce qui, à ce moment-là, fait moins de recettes fiscales, et donc ça fait évidemment encore augmenter les impôts. On a cette tentation permanente en France d'augmenter sans cesse les impôts en disant bah là on a trouvé la solution, ça va calmer le jeu. C'est exactement l'inverse qui s'opère. Et quand je vois encore une fois des économistes de salon, certes, mais tout de même des professeurs d'économie, alors en disant même un Nobel d'économie, m'a-t-on dit, même si ça n'existe pas le Nobel d'économie, mais bon, laissez-le croire, c'est pas grave. Tout ça pour dire que on nous dit oui, mais eux ils justifient qu'il faut encore augmenter les impôts. Mais non, ce n'est pas possible. Si vous augmentez encore les impôts, et encore une fois, ce n'est pas, les très riches qui vont payer, parce que les très riches ils sont déjà partis, ils sont déjà à l'étranger. C'est la classe moyenne qui va payer la facture. Et donc à ce moment-là, ça va encore casser l'activité économique, donc ça fera moins de recettes fiscales et on n'aura évidemment rien gagné. Le dernier qui a fait ça, on le sait, c'est François Hollande. On a vu ce que ça a coûté et malheureusement, on le voit aujourd'hui, ça continue. Donc comment peut-on défendre cela? C'est un vrai drame économique et malheureusement, comme on n'a pas de culture économique, on laisse passer ces fausses idées et c'est ça qui nous coûte extrêmement cher. Dans le même temps, on a eu les chiffres la semaine dernière de la confiance des ménages et là aussi, ça continue de baisser. Regardez bien, c'est la courbe rouge ici. Ça recule, oui, ça recule. On a une baisse de cette confiance des ménages. Et parallèlement, si on regarde les perspectives d'achat des ménages, donc leur intention de faire des achats, ce qui compte, qui est important, notamment ce que les soldes viennent de commencer, et bien là aussi, ça baisse. Regardez bien l'écart entre la courbe bleue, c'est la consommation, et la courbe rouge, les intentions de faire des achats selon l'enquête INSEE. Alors en plus, cette enquête INSEE, l'essentiel des réponses a été envoyé avant le 10 juin. Donc voilà, juste l'essentiel, donc avant qu'il y ait la dissolution, donc évidemment avant ce qui se passe aujourd'hui, ce qui veut dire que la confiance va encore plus baisser demain, encore moins de consommation, donc les soldes, malheureusement, ce sera une catastrophe. Idem sur les Jeux Olympiques. Regardez aujourd'hui les réservations d'hôtels, malheureusement beaucoup d'hôtels sont même pas à moitié pleins, donc ça devient dramatique. On a une situation qui aujourd'hui est une récession, tout simplement, qui est en train de s'installer en France, et qui dit récession, dit évidemment augmentation du chômage. On a eu les chiffres de la DARES la semaine dernière. Le chômage
est bien en train d'augmenter assez fortement. On sera bientôt à 7,7% de taux de chômage, catégorie A. Si on prend toutes les catégories, on est déjà à 16,5%. Donc voilà la réalité du chômage, et la crise politique qui est en train de s'installer, évidemment, ne va pas arranger les choses. On le voit d'ailleurs dans le détail, effectivement, de ce qui va se passer, et ce qui se passe d'ailleurs depuis le 9 juin, c'est que si à la rigueur on avait une situation de croissance forte, on pourrait dire pourquoi pas, ça pourrait fonctionner, mais non, déjà avant le 9 juin, on avait un marasme économique, les indicateurs avancés montraient une baisse de l'activité. Là, ça continue évidemment pour le mois de juin, et parallèlement, on le voit, on a une situation avec des défaillances d'entreprises qui explosent. On est sur des sommets historiques si on œuvre les micro-entreprises, on a donc flambé du coût de la dette également, même une augmentation de la pauvreté, et arrive cette crise politique qui ne va évidemment pas arranger les choses, parce que ça crée de l'incertitude. Cette crise politique également, on l'a bien vu, met deux France dos à dos, et ça c'est très dangereux, ça crée des tensions sociales, sociétales, il y a des risques d'émeutes, donc il y a également une augmentation donc des déficits publics à venir, des impôts, donc une fuite des investisseurs. Voilà ce que nous sommes en train de payer. Merci Monsieur Macron de nous avoir mis dans une telle situation, mais comment cela est-il possible? Même ses plus grands défenseurs aujourd'hui nous disent que c'est une catastrophe. Donc voilà, quelle tristesse d'en arriver là. Donc si on résume, il y aura trois grandes conséquences de cette crise politique. D'abord, ça crée évidemment de l'incertitude, donc ça veut dire ça génère une baisse de l'activité. On a donc, on le voit par exemple sur le mois de juin, il y a déjà une baisse de l'activité qui était là. Pour la rentrée, là aussi, vous savez, la rentrée, c'est le moment où on fait justement des projets, où il y a des salons, il y a des événements, etc. Et bien là, tout a été gelé pour le moment, donc ce n'est pas évidemment de bon augure. Et parallèlement, on a les taux d'intérêt qui sont en train d'augmenter, on verra ça tout à l'heure dans le détail, donc ce qui veut dire qu'on a une baisse de l'investissement, une baisse de la consommation, une charge d'intérêt de la dette qui augmente, donc un coût de la dette qui augmente, ça veut dire plus de déficit et plus de dette. Vous voyez, on a le cercle vicieux qui est en train de s'installer. Et puis dernier point très important, la crise politique européenne qui est en train de s'installer, parce que là on n'en parle pas beaucoup en France, mais en Europe, évidemment, la plupart des dirigeants sont en train de dire, attention, si la France augmente encore ses déficits en 2024 et en 2025, alors là il y aura une sanction. Donc on est au bord de la crise politique au sein même de la zone euro, donc une crise existentielle de la zone euro. Tout à l'heure on verra les déclarations du ministre des Finances allemand. Ce n'est pas joli à voir et encore moins à entendre. Alors justement, on va, si on regarde maintenant ce qui se passe d'un point de vue boursier, c'est vrai que ce matin, le 1er juillet, on a eu une flambée boursière. On se dit, qu'est-ce qui se passe? 3% de hausse. Beaucoup d'investisseurs certainement avaient décidé de faire des achats pour éviter qu'on ait une trop forte baisse, certainement un arrangement entre amis. Donc ce qui a fait, comme il n'y avait pas de mouvement de baisse, il y a eu une croissance très forte du marché. Puis là, ça se calme. Au moment où je vous parle, on est autour des 1,3% d'augmentation sur la journée. Mais néanmoins, regardez bien, sur longue période, on avait une baisse qui était très très nette, puisque depuis le 15 mai, on est à 9,2% de baisse, dont 6,5% depuis le 10 juin. Donc évidemment, ces marchés boursiers sont extrêmement inquiets, sachant que dans le même temps, aux États-Unis, on a eu des records boursiers qui ont été battus. Donc vous voyez bien, record boursier outre-Atlantique. Chez nous, c'est une baisse du CAC 40 assez nette depuis un mois, avec parallèlement beaucoup d'investisseurs qui sont inquiets. Certes, 80% des profits des entreprises du CAC 40 sont faits à l'international, donc ça n'a pas beaucoup d'impact, mais néanmoins, il y a le risque France qui est en train de se poser, et donc beaucoup d'investisseurs disent que ça devient trop dangereux, et donc ils délaissent les investissements sur la France. Alors dans le même temps, on voit que les taux d'intérêt de la dette publique continuent d'augmenter. Là, au moment où je vous parle, on est à